Bien, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette troisième conférence qui clôt le cycle des mini-conférences arctiques que nous avons souhaité faire avec les boréales en amont des boréales, ce qu'on appelle de manière très, très ambitieuse le Before boréal. Donc merci à Jérôme Rémy d'avoir construit avec nous cette proposition. Merci également à Miko Meret qui est intervenu avant-hier et hier, puisque c'est grâce à lui qu'on a pu organiser un petit peu ce cycle et de pouvoir accueillir ce soir nos intervenants. Merci à M. Poivre-Narvor et merci à Olivier Truc pour nous faire l'honneur d'échanger sur une thématique qui est un petit peu similaire aux deux thématiques que nous avons abordées avant-hier et hier, mais qui prendront un petit peu plus de hauteur et un peu plus aborderont le sens politique de comment la France, quelles sont les positions qui peuvent être construites et co-construites, parce que la France, de manière unilatérale, ne peut pas construire ses positions. Donc c'est intéressant aussi que l'échange puisse se faire. Nous avons le grand honneur, effectivement, d'avoir deux spécialistes de la zone. Et nous sommes aussi très heureux, même si Olivier Porvanarva n'a pas pu nous rejoindre. Et on le remercie de s'être rendu disponible pour cette soirée. Puisqu'on a la chance que Olivier Poivre-D'Arvor ait été récemment nommé ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes. Et donc c'est toute une zone et toute une problématique qui intéresse au premier titre Caen, puisque Caen est une ville presque portuaire, une ville maritime. Et donc on trouvait que c'était intéressant d'avoir aussi comment dire, une parole légitime sur un champ qui est en pleine mouvance et qui va venir créer un contrepoint avec les enjeux géopolitiques, géostratégiques, économiques, écologiques que nous avons balayés les 2 derniers jours. Donc c'est un point d'orgue qui va sans doute réactiver certaines des problématiques qui ont été abordées les derniers jours et qui vont donner de nouvelles pistes et sans doute nous renseigner aussi sur un état de la politique en cours dans la limite de ce qui peut être dit en public. Et c'est intéressant qu'on puisse avoir un point de vue autorisé sur ces problématiques. Je vous laisse la parole. Je pense que les choses vont bien se passer, même à distance. Et je vous remercie encore vraiment profondément pour cette participation et pour votre présence. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Merci à vous. Bonsoir à vous ici à Caen. Et bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Excellence. Comment est-ce que je vais vous appeler? Je ne sais pas. Olivier, Olivier. Olivier. Entre Olivier, on va s'entendre. On va essayer. Est-ce qu'on vous entend bien ici? C'est bon si vous... Alors, je vais commencer, avant qu'on s'attaque au pôle, par vous présenter un petit peu, quand même, parce que vous avez un parcours très riche. Écrivain diplomate, ça c'est pour résumer vraiment de façon quasi vulgaire, mais parce que vous êtes écrivain, vous avez été aussi surtout... Au-delà, à côté d'être écrivain, vous êtes un rôle important dans le monde de la culture. Vous avez été directeur de France Culture. Vous êtes toujours président du Musée de la Marine, je crois en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous avez été en tant que diplomate très engagé dans le monde culturel, puisque vous avez dirigé des instituts français à Prague, vous avez dirigé aussi le Centre culturel français d'Alexandrie. Vous venez de sortir d'ailleurs un roman qui s'appelle Le roman d'Alexandrie. Donc Institut français de Prague, Institut français au Royaume-Uni aussi. Attaché, chargé, ambassadeur de Tunisie, c'était votre dernier poste. En tant qu'ambassadeur sur un pays. Et puis, maintenant, on est ici avec vous parce que vous êtes ambassadeur au pôle et aux enjeux maritimes, et vous avez été aussi, il y a quelques années, ambassadeur chargé de l'attractivité culturelle de la France. Donc le côté thématique ne vous est pas étranger. J'aimerais quand même savoir comment est-ce qu'on passe comme ça de zones, disons, géographiques délimitées et assez resserrées à cet espace monumental qui est le vôtre, puisque en tant qu'ambassadeur au pôle et aux enjeux maritimes, vous couvrez
80% de la surface du globe. Donc vos collègues au Quai d'Orsay doivent être morts de jalousie, non? Écoutez, oui, c'est vrai, c'est 71% de mer. Et si vous mettez le continent antarctique, on arrive à, en effet, 80%. Alors, non, je ne crois pas qu'ils soient morts de jalousie, parce qu'en fait, tout ça est nouveau. Les sujets eux-mêmes sont nouveaux. Et avant de répondre à votre question sur un plan plus personnel, je pourrais vous poser la même pour savoir pourquoi depuis 1994 vous êtes à Stockholm. Nos vies nous conduisent là parce qu'il y a des évidences aujourd'hui, en tout cas. Moi, mes combats pour la culture, pour une France qui accueille la culture des autres, j'espère que pendant la campagne, on en parlera, c'est important. Et donc, les échanges culturels, voilà, donc, qui probablement est la solution à bien de nos maux, y compris le multiculturalisme, y compris l'acceptation des autres, tout simplement. C'est pas tellement à la mode aujourd'hui, enfin, c'est assez minoritaire, ce genre de point de vue. Mais pour moi, c'était un combat, le combat de la culture. Et en fait, parfois, non pas par déception, mais je trouve que ces grands fondamentaux qui sont l'accès à la culture pour tous, c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est pas tellement de savoir qui va être nommé là ou là dans tel centre chorégraphique ou dans tel grand établissement culturel, c'est de savoir pourquoi il n'y a que 20% des Français qui, dans le fond, y compris avec des financements publics importants, profitent de la culture, qui est largement subventionnée en France. Pourquoi ces 20% qui sont souvent en plus des personnes aisées? Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et donc, je n'ai pas réussi vraiment non pas à défendre ce point de vue, mais en tout cas à transformer les choses. Par contre, sur le fait que la reconnaissance de ce que la France, à travers sa culture dans le monde, cette manière très unique qu'elle a aussi d'accueillir beaucoup. On est le pays au monde qui traduit le plus de livres à l'étranger. Il n'y a pas d'autres villes au monde où on voit autant de films étrangers en VO qu'à Paris. Donc cet échange-là, bon, j'ai pu dans mes fonctions, à la fois diplomate culturel à Londres, à Alexandrie en effet, à Prague, dans des moments importants historiques, la chute du mur de Berlin à Prague, etc. J'ai pu exercer ça, puis pendant 10 ans à la tête, et en créant l'Institut français aussi, qui était ma dernière mission. Puis après, mon sujet de l'accès à la culture, c'était de faire d'une radio, dans le fond, qui était considérée comme étant assez élitaire, de doubler l'audience de France Culture en 5 ans, avec des équipes et des programmes formidables, des recettes très simples, en fait, dans le fond, rendre accessible au plus grand nombre. Mais je dois dire que c'est vrai que j'ai le sentiment que tellement a été fait dans les années 80, 81 en l'occurrence, dans cette révolution culturelle, que j'ai le sentiment qu'on est essoufflé dans ce domaine et que tant qu'on réformera pas profondément la fonction culturelle du ministère, son ouverture au plus grand nombre, à l'éducation, qui je pense est le seul sujet aujourd'hui, c'est culture et éducation. Et tant qu'on n'y arrivera pas, je me suis tourné vers d'autres sujets que j'ai découverts étrangement d'ailleurs depuis longtemps, mais beaucoup dans les pays du Sud, où j'ai vécu, y compris en Afrique. ma fille est togolaise, et c'est de voir à quel point l'impact du changement climatique sur ce continent africain, sur les marges de cette Afrique que sont le Maghreb, je pense à la Tunisie, à quel point c'est effarant. Il y a aujourd'hui, la Tunisie vit largement de son tourisme, pas beaucoup en ce moment à cause du Covid, mais un tiers de ces plages vont disparaître dans 20 ans. Dans 20 ans. Donc, et quand on regarde la carte, par exemple, des villes submersibles qui, en 2100, seront sous l'eau, bah, il n'y a rien de moins que New York, que Rotterdam, que Bordeaux, que Kuala Lumpur, et Shanghai, et Le Havre aussi. Donc, tous ces enjeux-là, en les découvrant sur place, notamment dans les pays du Sud, et de voir à quel point, en effet, la fragilité du monde tombe sur eux. Et cette super industrialisation les a vraiment détruits. Je pense au Sahel, par exemple. Alors, tout ça m'a fait me passionner pour les enjeux globaux, pour la mer. En effet, je suis marin et je préside le musée de la marine depuis quelques années, le musée national de la marine. Et donc, quand Ségolène Royal a quitté son poste, qui avait été créé en fait en 2009 par Michel Rocard, quelques mois après, rentrant de Tunisie, le président m'a proposé, la République m'a proposé de m'occuper d'enjeux polaires. Donc, cette mission est l'élargir à l'ensemble des enjeux maritimes, parce que nous sommes, et je vous répondrai peut-être après sur ces sujets-là, mais vous le savez mieux quiconque, un
un grand pays maritime et que donc les océans et les pôles, c'est dans le fond la même histoire, hein, que ce soit l'océan austral ou l'océan Arctique. Alors, on vous propose comme ça d'être ambassadeur au pôle, on y rajoute les enjeux maritimes. Comment vous recevez cette demande? Ça vous paraît pas évident, peut-être tout de suite? Ou si? Est-ce que ça l'est tout de suite? C'était vraiment une chance formidable parce que d'abord, pour moi, Michel Rocard, que j'ai bien connu sur un plan politique et surtout dans cette action, la dernière de sa vie, en fait, dans le fond, après avoir été un très grand Premier ministre, une grande figure politique, il était complètement passionné par cette mission d'ambassadeur chargé des pôles, et il a véritablement, vraiment autour de lui, avec des collaborateurs, réussi à faire des choses, notamment à écrire une stratégie arctique, etc. Donc il m'a communiqué cette passion, et dans le fond, pour moi, c'était un grand honneur de lui succéder. Et puis surtout, les enjeux sont là. C'est qu'il suffit d'aller, quelques semaines après, moi je suis allé au Groenland ou au Svalbard, où je devais aller en Antarctique, mais là, l'organisation du One Ocean Summit, qui est un sommet qui aura lieu à Brest sur l'océan, et dont je suis l'organisateur en février, m'a empêché d'être en Antarctique. Mais l'urgence est tellement évidente, il n'y a même plus besoin de rappeler l'importance des pôles pour notre système, notre écosystème. On le sait, mais c'est grave. En fait, quand un diplomate dit que c'est grave, alors que les diplomates sont toujours en général prudents dans leur acception, je pense qu'il faut entendre. Et c'est grave, d'autant plus grave que nous, Français, sur le plan des moyens, en tout cas, de notre politique polaire, la manière de penser notre politique polaire, nous sommes très insuffisants par rapport à d'autres pays européens. Je pense aux Allemands, aux Britanniques. On va parler de tout ça. Voilà, donc il y a vraiment besoin. Donc pour moi, c'est un combat politique, c'est un poste d'ambassadeur, mais de même que Michel Rocard et Ségolène Royal étaient des politiques, moi, à ma manière, j'essaie d'amener le président à nous commander une stratégie polaire, à organiser un grand sommet sur l'océan. Voilà, on reparlera de Michel Rocard, que j'avais eu l'occasion de rencontrer quand il était ambassadeur de fait au Groenland et à Stockholm. J'aimerais vous demander, vous, votre premier contact personnel, physique, humain, épidermique avec les pôles, avec l'Antarctique. Vous avez dit que vous n'avez pas pu encore y aller, mais avec l'Arctique en tout cas, c'était quand, à quelle occasion, et qu'est-ce que ça vous a donné? C'était une première fois quand j'avais 18 ans, j'avais acheté une carte Interrail qui m'avait permis d'aller dans l'Europe. Donc, et on pouvait aller en Europe du Nord en train. Et donc, j'avais été au Danemark. Bon, c'était le pays arctique, mais enfin bon, il n'y avait pas grand-chose à voir sur le plan polaire. Puis j'étais allé en Finlande. Et là aussi, j'étais monté tout au nord de la Laponie. J'étais allé en Suède et j'étais surtout allé en Norvège. Et là, en Norvège, j'avais jamais réussi à aller au Svalbard. Donc, c'était vraiment une grande frustration. Évidemment, mon billet de train ne me permettait pas de traverser les océans et d'aller au Svalbard. Et donc, l'année d'après, je me suis décidé à aller au Groenland. Voilà. Et c'était mon premier voyage, j'avais 19 ans. C'était assez compliqué, c'était il y a 40 ans presque, au moins. Et je n'avais pas beaucoup d'argent et c'était un voyage qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai passé 2 mois, un été entier. Et j'ai été complètement ce monde-là. Il se trouve qu'après, la vie m'a amené vers la Méditerranée, vers le monde arabe, etc. Mais c'était resté comme quelque chose de très fort. Et quand je suis retourné, quand j'ai pris cette fonction, je suis d'abord allé voir en Allemagne ce qui se fait, parce que l'Alfred Wagner Institut est un modèle pour beaucoup d'entre nous en termes de moyens, l'Institut polaire allemand. Et puis après, je suis allé dans les pays du Nord, en effet, et 2 fois cet été, au Svalbard, et 1 fois très au nord, au quasi-pôle Nord. Voilà. Vous disiez tout à l'heure, en commençant, toute l'importance pour vous de la culture, l'éducation, et que vous rappeliez que la France est un pays qui traduit, par exemple, beaucoup de livres, et c'est vrai qu'on l'entend souvent d'auteurs étrangers, ils sont frappés par ça. Je vous ai entendu dire aussi qu'il y avait une passion française pour l'Arctique. Alors, comment ça vient d'où? Vous l'expliquez comment, ça? Bon, vous le savez, hein, vous qui êtes très savant et puis qui avez écrit des livres et qui, sur le sujet de la Laponie, connaît beaucoup plus que moi.
La vérité, c'est que c'est historique, c'est daté par Charcot, c'est évidemment l'empreinte de Paul-Émile Victor, et puis c'est celle de Jean Mallory, ces trois monstres sacrés qui vont très tôt, alors qu'à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde. Il y a eu quelques découvreurs, mais il y avait très peu de gens qui travaillaient durablement sur l'Arctique, et ces trois scientifiques, à leur manière, ont investi énormément leur vie. Pour l'un d'entre eux, Charcot a péri dans l'incendie de son bateau, mais surtout, pour ce qui est de Paul-Émile Victor, a ouvert la voie à la création d'un institut polaire, puisque ces expéditions polaires ont permis, des décennies après, qu'on construise l'Institut polaire français. Et puis Mallory a documenté très très vite ce sujet avec Tulé, mais avec sa connaissance profonde de ce monde, a documenté très très vite le sujet humain. Voilà. Et donc on a couvert à la fois le champ de l'expédition maritime, les mers, le sujet plus de la glaciologie, le sujet évidemment aussi des peuples autochtones. Et donc cette histoire, elle nous a construit pour certains d'entre nous, enfin les plus vieux d'entre nous, dans une sorte de grande mythologie du Grand Nord, par des récits, par des fictions, et dès lors, nous sommes un pays arctique déjà culturellement. En plus, on n'est pas si loin. Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un territoire d'outre-mer, est dans le subarctique. Donc, et pour plein de raisons, nous y sommes. Nous y sommes aujourd'hui en Arctique parce que nos scientifiques y sont, parce qu'on a une base au Svalbard avec les Allemands à New-Alessund, parce que les sujets climatiques nous passionnent, parce que Total s'y trouve aussi, d'ailleurs, en Arctique. On va parler aussi de tout ça. Avant de rentrer plus dans ce qui est votre mission d'ambassadeur, question qui se pose, on est à Caen, on est en France, l'Antarctique, Arctique, ça paraît très loin tout ça. Alors vous disiez, bon, l'urgence climatique, maintenant ça ne devrait plus être une surprise pour quiconque, mais les pôles, à quoi ça sert ? D'un point de vue de français, pourquoi s'y intéresser finalement ? Pourquoi ? Parce que d'abord, on a une responsabilité très forte, c'est celle de l'Antarctique. Nous avons été à l'origine de la création du système du traité de l'Antarctique. Le traité de l'Antarctique, c'est un modèle du genre. Jamais plus il y aura un traité pareil. Ça concernait presque 10% de la surface du globe. Il y avait des revendications de souveraineté qui existent toujours, mais qui ont été gelées, dont la France d'ailleurs, avec la Terre Adélie. Et là, dans le pire moment, c'est-à-dire que c'est pire que les relations qu'on peut avoir aujourd'hui entre Américains, parfois Européens, parfois Chinois et Russes. Dans le pire moment de la guerre froide, la France est très active et va l'être une deuxième fois en 1989 avec le protocole de Madrid, très active et permet qu'un traité de l'Antarctique soit signé qui va geler ses revendications territoriales et décider 30 ans plus tard, avec le protocole de Madrid, que ce continent est dédié à la paix et à la science. Quel gâchis, diraient les capitalistes ou les passionnés de forage, de minerais ou d'hydrocarbures. Mais quelle chance formidable d'avoir décidé que là, seulement des scientifiques iraient, qu'il n'y aurait pas d'activité militaire, ni nucléaire, ni industrielle. Donc ça, c'était un moment très important. Et la France a joué un rôle essentiel. Rocard aussi, en 89, quand il y avait cette menace d'extraction de minerais avec ce qu'on appelait le traité de Wellington, qui n'a pas été signé. Donc on a cette responsabilité. On a une deuxième responsabilité, c'est qu'on est, en fait, étant le deuxième domaine maritime au monde, nous sommes un des grands pays maritimes. Dans le fond, il y a 4 ou 5 grands pays maritimes qui, d'ailleurs, tous entre nous, sont membres du Conseil de sécurité. Si vous voulez savoir les 5 qui comptent dans la mer, c'est les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France. Puis après, il y en a d'autres qui viennent, mais ils ne sont pas au Conseil de sécurité. Ils sont un peu moins puissants, en tout cas en termes soit de défense militaire, soit de territoire, soit de rapport économique, soit de production scientifique. Et nous avons ce rôle maritime majeur avec des territoires. Vous les connaissez. Pour le coup, ils sont au sud, ils sont loin de Stockholm, mais les terres australes et antarctiques françaises qui font que nous sommes vraiment dans l'océan austral, dans lequel baigne l'Antarctique. Nous avons vraiment une présence physique. Alors, il n'y a pas grand monde qui y vit, il y a des stations de recherche, mais les Kerguelen, Crozet, Naples et Amsterdam, la préfecture
des TAF à La Réunion, à Saint-Pierre-de-la-Réunion, fait que physiquement, nous sommes en Antarctique, comme nous sommes, je le disais, à Saint-Pierre-Miquelon, en Arctique. La troisième raison, il y en a 3 ou 4, hein, mais la troisième raison, c'est que les enjeux aujourd'hui, on les connaît, ils sont graves, c'est ceux du réchauffement climatique. On ne va pas revenir en détail là-dessus, mais ils sont graves. Un seul exemple, cette question de la submersion, en effet, et l'élévation du niveau de la mer. Mais il y a plein d'autres sujets, évidemment, concernant le CO2, etc. Or, aujourd'hui, bon, ça tient les pôles, mais ça tient parce que le traité de l'Antarctique, ça tient parce que le Conseil de l'Arctique. Mais je pense quand même que les enjeux stratégiques sont tels, avec des grandes puissances militaires, nucléaires, avec l'OTAN en Arctique, que nous sommes peut-être, de tous les pays polaires, pas le plus puissant, parce qu'on ne tire pas de profit de notre PIB, dans notre PIB de l'Arctique. La Russie, c'est 15%, je crois, les ressources pour la Russie et d'autres pays, la Norvège, évidemment, la Suède, j'imagine, le Danemark. Nous c'est pas le cas. On ne tire pas de bénéfices matériels. Par contre, nous sommes, je crois, la seule grande puissance au monde qui n'est pas la plus puissante, mais qui recherche l'équilibre. Je ne dirais pas ça des autres pays que j'ai cités. Ce n'est pas une critique, mais ils sont dans des rapports beaucoup plus frontaux, beaucoup plus agressifs. Et nous avons cette vision d'équilibre des extrêmes, en quelque sorte, qui, je pense, est très utile dans les négociations à venir, le jour où on rediscutera du traité d'Antarctique, aussi parce que nous sommes la première puissance maritime de l'Europe et que l'Europe doit pouvoir jouer, c'est mon souhait, un rôle beaucoup plus grand sur le sujet polaire. D'abord parce que 3 pays y sont dans l'Arctique, qu'une quinzaine d'entre eux ont des stations en Antarctique, et que parce que l'Europe investit aussi beaucoup dans la recherche scientifique. Vous citez souvent Michel Rocard, qui était, comme vous l'avez rappelé, extrêmement investi dans ces questions-là, et certains autres pays arctiques ont pu lui reprocher d'être un peu trop investi parfois. Puisque, comme vous le savez, il était, quand il siégeait notamment au Conseil arctique en tant que représentant de la France, il avait eu l'idée, il avait dans l'idée, vous avez rappelé combien il était impliqué dans le traité de l'Antarctique. Il avait eu l'idée d'instaurer un espèce de traité équivalent pour l'Arctique aussi, c'est-à-dire de sanctuariser l'Arctique afin d'en empêcher toute activité commerciale, pétrolière notamment, etc. Et les pays arctiques lui ont rappelé, mais attendez, monsieur Rocard, vous êtes gentil, mais il y a des gens qui habitent ici, qui ont besoin de vivre et de travailler. Donc il avait quand même obtenu, si vous me couperez si je dis une bêtise, mais je pense un texte, un vote au niveau du Parlement européen allant dans ce sens-là, et finalement il s'est fait retoquer. Ce qui est une explication d'ailleurs, je pense, pour laquelle l'Union européenne n'a pas eu de siège d'observateur au Conseil arctique. Mais alors que la Chine l'a eu, par exemple. Il y avait des histoires de pots de phoque avec le Groenland, voilà, qui rajoute à l'autre temps. Mais est-ce que ce que je veux dire par là, est-ce que vous, j'en arrive à votre mission d'ambassadeur, du coup, est-ce que ça veut dire que quand vous avez eu votre ordre de mission, votre feuille de route en tant qu'ambassadeur au pôle, on vous a dit fais pas du rocard, quoi? Non, c'est vrai que le sujet arctique, là, c'était pas juste, quoi. Donc, on ne peut pas transposer le traité de l'Antarctique en Arctique, et je pense que c'était en effet... Bon, c'était son rêve, mais il n'était pas applicable. Et en plus, en effet, c'est exactement comme si tout d'un coup, la Russie nous disait, écoutez, chers amis, la Méditerranée, je vais m'en occuper, parce que voilà, nous, on va décider comment ça s'organise, la Méditerranée. Donc nous sommes, première chose, comment ça se passe? D'abord, moi, en une semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait juste un sujet, un problème. On a très peu de moyens pour notre action polaire, mais surtout, on n'a aucune stratégie, on n'avait pas de vision. Donc, il fallait écrire une vision, une feuille de route. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me commande, on l'a fait, une stratégie nationale polaire qui sortira d'ici un mois pour fixer le cap, mais aussi pour fixer les moyens. Et donc, avec des principes très simples, c'est que nous ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas un pays arctique, nous ne sommes pas un pays quasi-arctique, comme le disent et comme se présente le Chinois, exactement. Mais nous pensons que l'océan et les pôles sont un bien commun. Ça ne veut pas dire un patrimoine commun de l'humanité, ce qui voudrait dire juridiquement des exceptions, mais un bien commun. Un bien commun parce que, tout simplement,
l'effet considérable des pôles sur le reste du monde fait que tout le monde a le droit de se préoccuper des pôles. Voilà. Parce que si ça va mal au Groenland, ça va mal en Antarctique, ça ira très très mal au Kiribati, très très mal à Shanghai, très très mal au Havre, qui serait aussi une ville submergée par la montée des eaux. Donc voilà, donc à partir de là, c'est le cogito. Océan et pôle, c'est un bien commun de l'humanité. Nous devons ensemble réfléchir. Et à ce moment-là, une grande puissance qui a des atouts à la fois de territoire, 11 millions de kilomètres carrés de domaine maritime, donc voilà, le deuxième domaine maritime au monde, une marine qui se propulse aux quatre coins, et notamment en Arctique et aussi en Antarctique. Nous avons des intérêts économiques liés à la mer, à travers le tourisme, à travers évidemment le transport de conteneurs, je pense à CGM. Enfin, nous sommes un acteur complet et global. Et donc, tous les pays ont le droit à s'intéresser au pôle, mais nous, vraiment, il faut qu'on s'y intéresse plus. Pour s'y intéresser plus, il faut une stratégie, il faut que politiquement, ça soit porté. Donc, la proposition sera une proposition de portage politique fort de notre politique polaire. On est entre nous, là. Vous pouvez nous donner les grandes lignes de la stratégie, quand même. Non, mais c'est quoi le polaire aujourd'hui en France? Je l'ai souvent dit, hein, c'est le coût de 3 Charles Leclerc. C'est ridicule. Charles Leclerc, c'est à 8 millions d'euros, vous en trouvez des neufs. Voilà. C'est 24 millions d'euros. J'étais à Bremerhaven la semaine dernière, où la directrice de l'Institut polaire qui s'appelle La Vie, Alfred Wagner Institute, Antje Boschus, me dit, je suis content parce que je craignais n'avoir que 900 millions d'euros pour commander le nouveau brise-glace, le Polar Stern 2. Et en fait, on a 1 milliard. Voilà. Elle était rassurée parce qu'elle avait 1 milliard d'euros. Et nous, on est là avec nos 3 Charles Leclerc. Donc, il faut un cap, une ambition. Il faut que le ministère des Armées, il faut que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Science et de l'Éducation supérieure, l'enseignement supérieur, et de l'Innovation. Il faut que le ministère des Outre-mer, il faut que le ministère de la Transition écologique, il faut que le ministère de la Mer, ensemble, pense une politique pour les pôles. Et alors là-dessus, les politiques, il faut être clair, il ne faut pas être le cul entre deux pôles. Il faut savoir si on veut détruire la planète ou pas. Est-ce qu'on veut... Et moi, je suis très favorable à ce qui est sorti de la stratégie arctique de l'Union européenne, qui est sortie il y a maintenant à peine un mois, et qui dit que oil and gas should stay in the ground, qu'il faut que l'huile et le gaz restent dans le sol. Voilà. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que dès demain, tout s'arrête, mais le principe, il faut avoir des principes et des valeurs. Et notre valeur d'équilibre, justement, c'est que les hydrocarbures, les minerais doivent rester dans le sol. On doit les laisser tranquilles, voilà, parce que si on veut décarboner le monde, il faut les laisser tranquilles. Partons de là, donc ça sera une vision polaire, je crois, assez vertueuse, qui donnera là, j'espère, à d'autres pays, et qui pourrait se résumer en 3 mots, la science et la science. Mais la science, à la fois la science scientifique de recherche, des moyens plus importants, des programmes qui permettront d'être beaucoup plus présents en Arctique, par exemple. L'Institut polaire français met beaucoup de ses moyens en Antarctique, brillamment. Il y a un directeur formidable qui est aujourd'hui d'ailleurs, depuis hier soir, à Dumont-Durville, après quelques jours de Rough Sea sur l'Astrolabe. Donc plus de moyens en Arctique. Mais c'est aussi la science collaborative avec d'autres grands pays étrangers, ce que font les Allemands, par exemple, avec l'opération Mosaïque, ou en mettant 200 millions d'euros, où les Américains, plein de pays montent sur un bateau, le Polar Stern, et pendant un an vont dériver. Il faut qu'on puisse le faire. Et donc, ce que font Jean-Louis Etienne, d'ailleurs, avec le Polar Pod ou la station Tara, que porte Romain Troublé pour l'Arctique, est un exemple de coopération internationale. Et donc, il faut que notre science soit ouverte au monde. Il faut qu'on ait les moyens de matcher Et puis après, il faut que notre science soit citoyenne. Et pour qu'elle soit citoyenne, l'éducation au pôle, l'éducation aux mers est très importante. Et puis, alors une fois qu'on s'est dit, voilà, il faut être vertueux, la science la plus pointue, la science la plus internationale, la science la plus citoyenne, avec qui on fait ça? Et là, c'est là où on se heurte
à cet Institut polaire français où il y a des gens admirables qui travaillent dans des conditions vraiment limites et qui est juste un institut de logistique, en fait. Dans le fond, c'est ce qui permet à des chercheurs d'aller... Ben, il faut que, je crois, l'Institut polaire français conserve cette mission de logistique, mais il faut aussi qu'il ait, pas de la même manière que les Allemands, mais un rôle de pilotage à travers une alliance scientifique où on retrouvera les grandes universités, mais aussi le CNRS. Il faut qu'il ait cette dimension scientifique, cette valeur scientifique. On nomme d'ailleurs des scientifiques à leur tête. Puis enfin, il faut que cet Institut polaire, il ait ce rôle de médiation, d'éducation au pôle. Et ça, c'est une mission assez nouvelle qui est très importante. Avec l'éducation nationale, j'espère qu'on pourra développer des programmes et puis surtout rendre compréhensible à tout le monde et les plus jeunes, dès l'école primaire, les enjeux. Voilà, quelques éléments. Il y a plein d'autres choses, mais vous avez déjà en primeur pas mal de choses. Quand je vous entends, il se trouve que j'ai fait, il y a quelques mois, il y a un an, un documentaire qui n'est pas encore diffusé, mais un documentaire pour Arte sur la montée en puissance de la Chine dans l'Arctique. Et donc on a beaucoup travaillé dans plusieurs pays pour voir tout ça, ce qui se passe. Et en fait, quand je vous entends, je me dis, mais c'est la politique chinoise de l'Arctique, ça, qu'il est en train de nous raconter. C'est exactement ça, à la seule différence, et avec les mêmes composants, c'est-à-dire ils ont compris qu'il leur fallait un brise-glace, ils en ont 2 maintenant, ils ont compris qu'il fallait ils ont élaboré un livre blanc sur l'Arctique qui est sorti en 2018, donc leur stratégie arctique. Ils misent beaucoup sur le scientifique, sur le collaboratif, sur l'éducation. Ils se servent beaucoup des brise-glaces, justement. Ils font pour éduquer les élèves, etc. Ils ont... etc., etc. On pourrait multiplier les comparaisons, en fait. Là, ils ont leur l'Institut polaire à Shanghai, qui travaille beaucoup, qui est très transdisciplinaire, etc., qui travaille avec beaucoup d'universités. Ils ont leur station scientifique au Svalbard, que vous connaissez, le fleuve jaune, qu'ils ont eu d'ailleurs grâce aux Français. D'ailleurs, c'est marrant, c'est ce qu'on a j'ai appris grâce en 1925 au traité du Svalbard. La différence, et ça c'est intéressant, c'est là-dessus que je voulais vous interroger, parce que c'est eux n'ont pas, ils n'ont pas cette approche officiellement. Ils ont une approche évidemment vertueuse, mais eux ne se cachent pas qu'ils y vont aussi pour les ressources, pour exploiter des ressources. Et quand vous dites que la position française dans cette stratégie française, ce sera on laisse les hydrocarbures dans le sol autant que possible. Les Chinois ont pas cette pudeur-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec Total dans l'Arctique? Total fait ce qu'il veut. Simplement, d'abord, je vais revenir sur ce sujet, mais d'abord, je veux bien que vous nous compariez aux Chinois, dans l'ambition en tout cas. Ça vous plairait. Mais quand même, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. Parce que, en effet, la vision quand même très stratégique, très militaire de l'engagement chinois dans ces régions est quand même assez loin d'une autre. Et par ailleurs, le jour où les Chinois, et j'espère vraiment, c'est un appel, à chaque fois que je vois quelqu'un, tant pis si ce n'est pas Xi Jinping, mais je le redis, Monsieur Xi Jinping, Monsieur le Président de Chine, vraiment faites quelque chose pour ces AMP, ces aires marines protégées d'Antarctique, que depuis 10 ans, nous présentons dans un rendez-vous qui s'appelle la CAMLAR, et puis depuis 10 ans, la Chine, la Russie disent non. Et vraiment, c'est absurde, il n'y a pas d'intérêt économique, il y a très peu à gagner, on pêche très peu dans ces zones-là, mais on ferait tellement de bien à la biodiversité en Antarctique qu'il faut vraiment, et donc nous ne lâcherons pas cette cause-là en tout cas. Donc je ne pense pas que la Chine soit très principalement disons, obsédée par l'idée de ne pas laisser de traces en passant. Sur la question des routes, par exemple, des routes maritimes, la Chine est intéressée. La Chine a commencé, avec peu d'unités d'ailleurs, mais enfin, à emprunter ces routes. Nous, on a une position, c'est celle de CMA-CGM, par exemple, qui dit, nous, la route arctique, on les... Mais ce n'est pas la position du gouvernement français, mais c'est la position... pareil pour Total. La différence, c'est que là, il y a un engagement, vous avez vu lors de la COP à Glasgow, à ne pas financer d'investissement au niveau des États.
Et c'est un engagement que nous avons pris d'investissement qui nuirait à la décarbonation du monde. Et là, quand Total frappe à la porte, je pense, de l'État pour des garanties sur investissement, nous ne répondons pas positivement, ce qui est nouveau. Oui. C'est nouveau et ça veut dire que pour les engagements actuels de Total à Yamal, donc sur ce qui sont des gisements monumentaux, où beaucoup des ressources russes, avec l'aide des Chinois d'ailleurs, font tourner l'économie russe en partie. Est-ce que ça remet en cause éventuellement non, parce que ce qui est signé et se fait, on ne demande pas à Total de se retirer. Non, d'abord Total est une entreprise qui décide de ce qu'elle veut faire. Je dois dire quand même que sur ce sujet bien précis, j'ai vraiment rencontré plusieurs fois Patrick Pouyanné, ses équipes, etc. Et je dois dire qu'ils n'ont pas cessé non seulement de me parler, mais de me montrer en quoi ce qui était extrait, la manière dont ils travaillaient était totalement... et il y a vraiment des documents à lire sur ce sujet-là. Néanmoins, notre position, c'est que, je vous l'ai dit, c'est celle aussi de l'Union européenne par rapport à ces questions-là. C'est qu'il faut arrêter un jour, on ne demande pas demain matin, mais il faut arrêter dans un délai d'une dizaine d'années ces extractions. Après, Total a des contrats et c'est une entreprise comme une autre. Les Chinois sont présents, les Russes évidemment aussi. Donc voilà, mais disons qu'on fixera peut-être notre échelle de valeur, notamment sur la question de la biodiversité et la question de l'environnement, en effet, qui est fragile en Arctique, on le sait évidemment. Sur la question, vous avez abordé ça sur la question de la route du Nord, la route maritime qui relie l'Asie à l'Europe, qui commence à être exploitée depuis une dizaine d'années, encore timidement. Les Russes ont beaucoup d'ambition pour cette route. Il faut des infrastructures, même si elle est déjà pratiquée commercialement, mais à petite dose. Et on voit qu'il y a une volonté russe là de la développer. Alors c'est vrai que les Russes sont les champions de l'Arctique parce qu'ils ont une flotte de brise-glace qui est énorme. C'est vraiment les champions de la région pour ça. Est-ce que les Français doivent être là, présents pour aider les Russes à développer ces infrastructures le long de la route maritime? Alors là, on n'est pas dans le domaine hydrocarbures, on est dans le domaine du transport. Non, ce que je sais, c'est que dans le fond, quand j'étais à Moscou là, au mois de mai, je me suis rendu compte que l'Arctique, c'était un des sujets dont on pouvait parler avec les Russes sans conflit. Il y a beaucoup de sujets qui sont complexes aujourd'hui dans la discussion avec, je dirais, nos amis russes, parce que quand même, on a une telle relation avec la culture, avec les scientifiques, une histoire, y compris polaire, qui est tellement forte que ce sont des amis, mais enfin, à des niveaux d'État, en effet, des discussions sont parfois très tendues, mais ce sujet arctique est un sujet sur lequel on peut discuter. Et il y avait une envie très forte des Russes de nous impliquer. Alors, nous sommes observateurs seulement, et c'est très bien, c'est normal, mais ils nous ont proposé assez spontanément pendant la présidence russe d'organiser en France le volet scientifique de cette présidence avec la rencontre des ministres de la science, donc qui s'appelle Arctic Science Ministerial Meeting, qui aura lieu en France à la fin 2022 ou début 2023. Donc c'était déjà un signe quand même d'intérêt qu'ils avaient pour la France, pour les scientifiques. Et ils ont choisi parmi les pays européens notre pays. Par ailleurs, c'est vrai qu'ils nous ont demandé, ils demandent à notre ambassadeur aussi, mais ils m'ont demandé aussi à ce que des entreprises françaises éventuellement s'intéressent à des investissements pour sécuriser ces routes. C'est la route du Nord, celle des Russes, qui est sous juridiction très largement donc du domaine maritime russe, demande pour qu'on puisse imaginer un jour, il y aura quelques éditions du Festival des Boréales qui seront déroulées entre-temps, mais un jour qu'on puisse imaginer éventuellement un petit déplacement ou un grand déplacement du transport maritime qui passe par Panama ou qui passe par Suez. Alors ça, c'est les entreprises françaises qui verront si elles veulent
investir ou pas auprès des Russes. Il y a beaucoup de pays qui sont intéressés. Hein. Je pense que les Allemands le sont, les Chinois le sont. Voilà, il ne faut pas non plus s'interdire dès lors qu'on peut apporter, y compris avec nos entreprises, une garantie, je dirais une garantie, une assurance quasiment environnementale. Je pense que ça doit être un critère vraiment pour l'entreprise. Mais ces routes se feront un jour. Hélas, elles se feront, non pas parce qu'elles se feront, que c'est hélas, parce que ça veut dire que la banquise disparaîtra une partie de l'année, que la route centrale sera libre, que la route du Nord, la route du Nord-Est aussi le sera. Donc voilà, c'est pas bon signe. Mais dès lors qu'elles vont exister, je crois qu'il faudra être assez réaliste là-dessus. Et après, ce sera aux entreprises françaises de containers, par exemple, de voir si elles veulent passer par là ou pas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a très peu de trafic. Il n'y a pas de trafic de containers pour l'instant. Ça fait 1 an maintenant que vous êtes en poste, que vous avez été nommé, c'était en novembre 2020. Ouais. Vous avez, j'ai suivi un petit peu ce que vous avez pu dire ou déclarer depuis 1 an. Vous ne mâchez pas vos mots en général. Vous avez dit que la France avait manqué de manque de vision stratégique sur pourquoi on est une nation polaire. Un an après, quels ont été quand vous êtes maintenant à 1 mois de publier cette stratégie nationale sur les pôles et les enjeux maritimes, quels ont été les points difficiles à lever pour faire avancer la machine vers cette stratégie nationale? En fait, aucun. C'est ça qui est étrange d'ailleurs, c'est là où Rocard a été formidable. Quand en 2009, il n'a qu'un rêve pour terminer sa vie, c'est d'être ambassadeur pour les pôles. Je pense qu'à l'époque, on a dû lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, la place est à prendre. Et avec le concours, je dois dire vraiment à la fois des armées qui ont une vision, qui connaissent bien les pôles, hein, la Marine nationale notamment, avec des regards souvent très, très fins, très justes et très soucieux de l'environnement d'ailleurs, pas uniquement des questions stratégiques, mais avec le regard aussi des scientifiques que j'ai rencontrés en France et qui, pour les plus grands d'entre eux, Lorius ou d'autres, etc., évidemment, ont fait énormément, mais surtout les jeunes scientifiques. Moi, ce qui m'a vraiment déterminé dans ce combat pour qu'il y ait des moyens nouveaux, c'est que ces jeunes scientifiques, aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de travailler en France. Certains d'entre eux rejoignent des laboratoires, heureusement, il y a des universités qui sont formidables, mais néanmoins, c'est au Canada qu'ils trouvent des moyens, c'est en Danemark, c'est en Islande, c'est dans les pays arctiques qu'ils trouvent des moyens, c'est avec des Allemands. Et ça, c'est pas possible, parce qu'il y a une génération de surdoués qui, suivant les pas des anciens, aujourd'hui a besoin de moyens. Et donc, mais ça n'a pas été une difficulté. Donc, la science a aidé. Les climatologues, des gens Jouzel qui ont accompagné beaucoup nos réflexions, évidemment, nous ont beaucoup apporté. Puis, je dirais les politiques aussi. Étrangement, c'est pas du tout un désir particulier de flatter les politiques, mais que ce soit le Premier ministre qui est venu ouvrir la réunion du traité de l'Antarctique, la 43e réunion que la France présidait au mois de juin, que j'avais le plaisir de présider, mais c'était lui qui est venu l'ouvrir. Le président de la République qui a dit... Banco, en effet, il nous faut une stratégie polaire et le ministre des Affaires étrangères. Enfin, il y a une sorte de conjonction avec l'intérêt qu'Annick Girardin porte à Saint-Pierre-et-Miquelon, Barbara Pompili sur la question de la biodiversité, assez magique. Puis il y a des individus un peu dispersés hein, parfois, qui ne s'entendent pas toujours. Mais moi, je suis diplomate, je rêve que tout le monde s'aime. Ouais. Et donc, il y a des gens formidables au CNRS, à l'IPEV, à l'Institut polaire français, évidemment, dans les universités. Mais il y a aussi des gens, je pense à Mika Meret, en l'occurrence, qui monte ce programme pour les boréales, qui sont des gens qui vivent avec ça, qui ont une connaissance, vraiment une connaissance, puis une capacité d'adresser au monde dans ce grand monde où les enjeux sont importants. Il faut qu'on soit fort. Pour ça, il faut être un peu réunis. Pour être réunis, il faut avoir un gâteau suffisamment grand pour se nourrir. Et pour ça, il faut des moyens. Voilà. Je pense que quand nous aurons
vraiment un institut polaire qui pourra rayonner comme le font d'autres instituts et qui ne sera pas en souffrance parce qu'il lui manque un malheureux emploi ou 3 millions pour faire la différence, rénover une station comme Dumont d'Urville ou en créer une autre comme on aimerait au Groenland. Je pense que là, à la fois les scientifiques durs, mais les sciences humaines aussi, tout ça va revivre assez vite. Et puis, je ne doute pas que l'État va mettre des moyens. En tout cas, ça sera Je le comprends dernier. que vous êtes en train de nous annoncer que dans un mois, on va savoir que la France va construire un brise-glace, c'est ça. Il y a 1 milliard d'euros sur la table, Alors, c'est ça? ben non, justement, alors voilà, c'est là où on est vertueux, c'est là où on n'est pas chinois. C'est que, mais bon, je ne veux quand même pas tout vous raconter là ce soir, parce que je vais me faire mal voir par ceux qui m'ont commandé ce rapport. Non, ben nous ne construisons pas de glace, non. Parce que je pense que c'est un investissement à court terme formidable pour les scientifiques, mais nous allons monter sur le brise-glace des autres, ça, on va plus monter, canadiens, le Polarstern, etc. Mais je pense que ça n'est pas, pour le coup, raisonnable par rapport à ce que j'ai dit, y Les compris sur la Chinois avaient commencé biodiversité. par acheter un brise-glace aux Ukrainiens en 93 pour le transformer en brise-glace. C'est aussi une solution. Non, mais on voyagera de temps en temps, s'il le faut, mais nous avons des initiatives originales. Je pense au Polar Pod, je pense à la station Tara, qui pendant un an, si elle se fait, mais j'espère que l'État va apporter un soutien, va dériver en Arctique aussi. Donc, non, justement, ça va pas être un concours de limousine. C'est pas parce qu'on me dit en permanence que tous les grands pays ont des brise-glaces qu'il faut qu'on aille. On en a d'abord des quasi brise-glaces, je pense. Quand même à quelques-uns de nos bateaux. Mais il y a par ailleurs un navire, pour le coup, à capacité glace, qui est un vrai brise-glace, le Ponant, compagnie du Ponant, donc le commandant Charcot, qui a d'ailleurs un programme assez ambitieux pour embarquer des scientifiques avec des équipements, vraiment un investissement important que je salue et qui n'est pas du tout un projet mercantile. Pour le coup, c'est un souci réel de l'environnement. Donc, je ne veux pas non plus stigmatiser les entreprises. Je pense qu'il y a une réalité humaine, il faut que les gens se nourrissent en Arctique, c'est normal que, bon, voilà, on a des ressources. Autrefois, c'était le phoque, maintenant, ça ne l'est plus. Ça peut être pour certains minerais, mais il faut quand même avoir des principes. Il ne faut pas interdire l'activité économique, il ne faut pas interdire l'activité touristique. Je pense, ça, c'est très dogmatique de dire seuls les scientifiques peuvent voir les pôles. Non, je pense que d'un côté, on les montre en permanence, il y a des films sur tous les sujets, il y a des très bons livres, il y a des livres, des romans policiers, le dernier Lapon, le Détroit du Loup, enfin, vous participez de la connaissance de tout ça, vous, Olivier, mais on peut permettre à des gens d'aller, en effet, voir sur un bateau le Groenland, le Svalbard, s'approcher de l'Antarctique dans des conditions vraiment limitées de nombre de personnes, évidemment. Donc, je ne vais pas stigmatiser l'entreprise, loin de là, en tout cas. Le, euh, la gestion, avant, je voudrais qu'on parle après du Conseil arctique et des domaines que ça traite, parce que c'est intéressant et important et ça peut être amené à se développer. Il y a des sujets qui ne sont pas abordés dans le Conseil arctique, mais avant ça, je vous ai entendu aussi dire que le sujet, c'est pas tellement l'Arctique, l'Antarctique, c'est les pôles, il faut les prendre comme une globalité. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ça, cette approche? Oui, parce que bon, on connaît leurs différences. Hein. On imagine que tout le monde sait la différence. Les uns sont habités, les autres ne sont pas. Les autres, c'est un océan avec de la mer autour. Enfin, bon, bref, c'est différent. OK, mais avant d'être différent, c'est la même histoire. Et c'est la même histoire parce que c'est relié par un système global. C'est ce nexus climat, océan, biodiversité. Et les pôles sont pris dans cet ensemble, dans ce grand système-là. Système des courants, système évidemment d'oxygénation, d'acidification, enfin tous ces systèmes chimiques, toute cette chimie-là, elle est commune à ces espaces. On baigne là-dedans. Donc, deuxième élément, c'est que on voit bien quand même que les effets du climat s'adressent plus fortement, beaucoup plus fortement, 2 à 3 fois plus fortement en Arctique et en Antarctique, et que là, dès lors, il y a un sujet commun qui est cette élévation du niveau de l'eau, enfin de la mer, qui est un sujet vraiment
Moi, je suis mérien, je suis je suis pas né en Bretagne, mais c'est mon pays. Et quand la mer monte, quand les marées montent, bon, ça fait peur. Mais là, quand ça va monter durablement, donc c'est un sujet. Donc, par ailleurs, la science travaille. Et quand on voit les grands scientifiques, ils ont souvent travaillé sur les deux sujets. Charcot, Paul-Émile Victor, évidemment, qui va fonder les expéditions arctiques et antarctiques. Et aujourd'hui, tous les grands scientifiques travaillent souvent sur les deux pôles. Donc, cette histoire-là, elle est comme. Et par ailleurs, parce que c'est fragile, il y a quand même un sujet stratégique. Et je pense que des nations qui sont au Conseil de sécurité, qui sont membres de l'OTAN, qui sont un membre de l'Union européenne, doivent regarder les pôles comme un espace à préserver. Il ne s'agit pas d'une propriété. L'Arctique appartient au pays arctique, mais en tout cas, cette notion de bien commun, moi, qui me paraît importante et qui relie et qui doit relier, en tout cas, ces deux pôles et nous aider à conduire un peu notre politique. Ça nous amène à nouveau sur la question du Conseil arctique, et ce conseil, pour ceux qui sont... Ouais. Le Conseil arctique, donc, qui a été créé il y a 96, je pense, Il y a 25 ans. 25 ans, tout à fait, Wow. donc, qui rassemble les 8 pays arctiques, hein, qui sont membres de droit, les 5 pays riverains, et plus Suède, Finlande et Islande, qui sont pas riverains de l'océan Arctique. Et puis des pays observateurs comme la France, comme la Chine maintenant, l'Inde aussi, Singapour, enfin des pays européens, etc. Et le Conseil arctique traite de questions qui sont du domaine de la science, de l'environnement, de la sécurité maritime, vous l'avez cité, avec justement comment faire pour que les bateaux touristiques, en cas de pépin, qu'est-ce qu'on met en ordre pour aller sauvegarder tout ça. Il y a eu beaucoup de travaux aussi sur, en cas d'exploitation hydrocarbures, s'il y a une marée noire, qu'est-ce qui se passe, qui intervient, on fait comment, on teste beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça sous l'égide du Conseil arctique. C'est un organe aussi qui ne traite pas des questions de sécurité et de défense, un peu exprès pour pas aborder des sujets qui fâchent. On essaie plutôt d'aborder des sujets qui peuvent rassembler plutôt que diviser. Est-ce que c'est une bonne chose, ou est-ce qu'il va falloir aussi s'intéresser à ces questions de sécurité et de défense dans cette région-là? On ressasse un peu souvent toujours le spectre d'une nouvelle guerre des pôles, nouvelle guerre froide. C'est très, très populaire comme concept. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est quoi l'approche française par rapport à ça? Vous avez raison de rappeler que ce Conseil de l'Arctique, dans le fond, ce Conseil de l'Arctique, je crois que c'est Michel Rocard qui disait que c'est une sorte de conseil de copropriété. Oui, et alors, dans le fond, simplement, nous, on n'est pas propriétaires, donc on n'a pas de raison d'en être. Nous, on est la copropriété d'à côté. Mais une copropriété, ça s'occupe finalement de travaux intérieurs, mais enfin, les grands travaux de voirie extérieure, c'est d'autres gens qui s'en occupent. Et le plan d'urbanisation d'une ville, c'est pas non plus le conseil de la copropriété qui s'en occupe. Donc, cette métaphore, pour sauver l'expression de Rocard, qui avait un peu heurté les copropriétaires à l'époque, cette métaphore, je la file pour dire que, en effet, il y a un certain nombre de sujets qui doivent être traités, pour lesquels ce Conseil arctique est franchement utile. Et je trouve qu'il a quand même aussi, d'une manière qui n'est pas artificielle, permis de mettre au-delà des États les populations et la présence des peuples autochtones, des parlements qui sont les parlements Sami, Inuit, ça qu'on connaît. C'est assez impressionnant quand même. Et puis, il y a vraiment des pays pour qui c'est une obsession. Le Canada, le sujet des peuples autochtones est au meilleur sens du terme une immense préoccupation. C'est le cas aussi pour la plupart des pays que vous avez cités. Donc, ça fonctionne bien. Néanmoins, si on veut parler un peu de la question de voirie autour, de la sécurité d'un territoire, si on veut parler du plan d'urbanisation, c'est vrai que d'autres pays que des pays arctiques peuvent s'intéresser à cette région. D'abord parce qu'ils ils peuvent passer à travers ces routes qui existent, mais aussi parce que les influences, en effet, du climat,
se font sentir. Et donc, je pense que c'était une proposition d'ailleurs du président Niinistö, qui est l'actuel président finlandais, l'idée d'organiser une grande conférence arctique qui, pour le coup, ne serait pas une conférence du Conseil de l'Arctique. Et alors là, en effet, pleinement, les grands pays scientifiques, et la France en fait partie, mais évidemment aussi la Chine, auraient vraiment une place, non pas d'observateurs, mais d'acteurs d'une conférence pareille. Donc je pense que c'est un sujet qui va émerger, et cette idée de la conférence, à l'occasion peut-être d'un anniversaire de l'OSCE et donc à Helsinki, donc est une bonne idée. En tout cas, nous, on nous souscrirait. Et nous ne nous interdisons pas d'organiser en France, début 2023, une grande réunion sur l'Arctique avec Grimson, l'ancien président islandais, Peter Grimson, et donc là, d'avoir un Arctic Circle en France début 2023 pour penser en effet la chose de manière stratégique et pas uniquement en termes de voisinage. L'Arctic Circle, d'ailleurs, qui est organisé, comme vous le dites, c'est les Islandais qui l'organisent, qui est un petit peu, on va pas dire c'est un concurrent, parce que on se rassemble et on se rassemble du monde entier pour parler des questions arctiques. Est-ce que le Conseil arctique, donc cet organe informel, mais qui est quasiment vu comme formel, puisque c'est un petit peu le statut qu'il a, c'est-à-dire que on vient y frapper à la porte comme observateur, etc. Est-ce que c'est le bon forum pour parler des questions arctiques? Ou est-ce que le côté club fermé que défendent ces 8 pays pour dire attendez, c'est notre zone, nous on est légitime puisque riverain, donc venez pas fourrer vos nez là-dedans, on vous laisse le tabouret d'observateur. C'était ce que reprochait Michel Rocard d'ailleurs un peu au Conseil arctique. Est-ce que c'est l'idée de développer quelque chose de parallèle, ça fait pas son chemin? Je crois pas, si vous voulez. Je pense que quand même sur les deux pôles avec des modes très différents, ont été inventés des modes d'équilibre qui fonctionnent bien. Le traité de l'Antarctique, le protocole de Madrid au sud, ce Conseil de l'Arctique. Bon, c'est important, je pense, que les pays riverains, qu'il y ait il y a d'autres conseils, Barents, etc. Je me suis trompé d'ailleurs tout à l'heure en parlant de Peter Grimson, c'est Olafur Grimson. Et je pense que c'est indispensable. Mais ça n'empêche pas, je pense, d'avoir à côté, de temps en temps, des conférences arctiques qui ne réunissent pas que les États-Unis, Canada, Russie, Islande et les 4 pays nordiques, mais qui s'élargissent à un certain nombre de pays. L'Union européenne, je pense, doit être présente, et au sein de l'Union européenne des pays, je pense l'Allemagne, la France, d'autres, mais je pense que c'est utile. Donc la proposition du président finlandais d'organiser un pareil rendez-vous, mais on ne va pas en faire tous les ans ce type de rendez-vous. C'est peut-être penser l'Arctique à 2040. Pour 2040, en l'occurrence là, le Conseil de l'Arctique, c'est tous les ans. D'abord, le principe d'une présidence tournante sur 2 ans est excellent parce que il y a, je dirais, presque une sorte de surenchère. Si vous regardez le programme d'Islande, qui était très vertueux, les Russes ne pouvaient pas être moins vertueux, ou moins dans l'expression. Donc, ils ont repris beaucoup des sujets d'Islande en y ajoutant leur touche. Mais c'est comme ça que la question de l'environnement, que la question des peuples autochtones, du respect de la science, comme ça grandit d'une présidence à l'autre. Et donc, je trouve que c'est des systèmes satisfaisants. Et par ailleurs, il faut absolument éviter ces expressions de Far West ou de guerre d'épaule. Bon, enfin, on a le droit, si on fait de la littérature, ce que nous faisons, je crois, l'un et l'autre. Mais dans la réalité d'expression, on est d'abord très très loin de ça. Et je pense que du monde sont assez sages là-dedans. Il va y avoir des micros qui vont circuler dans la salle pour que des gens du public puissent vous poser des questions directement. Donc en attendant qu'il y ait les premières questions qui arrivent, j'aimerais revenir un petit peu sur le côté chinois, sur cette montée en puissance de la Chine qui est encore timide. On voit qu'ils ont été
on est vraiment en plus dans une atmosphère très bloc contre bloc. À nouveau, on est en train de revivre un petit peu des phénomènes très, très guerre froide, je trouve, par rapport à la Chine. On remplace l'URSS par la Chine maintenant. Est-ce que moi, ce qui m'a frappé en travaillant sur ce documentaire, parce qu'on dit beaucoup, vous parliez, votre terre de découverte de l'Arctique, le Groenland, qui devient un enjeu. Un enjeu. Le Groenland fait partie du Danemark, mais on prête des intentions chinoises sur le Groenland. Il y a plusieurs projets miniers. Certains se demandent si les Chinois vont pas essayer de pousser un petit peu les Groenlandais à accélérer leur demande d'indépendance vis-à-vis du Danemark pour remplacer le Danemark et pour en faire quoi du Groenland, etc. Il y a toutes ces questions-là qui sont... alors, il y en a beaucoup qui tiennent du fantasme aussi. Hein. C'est comme l'histoire de guerre froide, nouvelle guerre froide, mais c'est des questions qui se posent. Pour avoir interrogé dans ce documentaire un ancien Premier ministre groenlandais, Kopi Kleist, qui est d'ailleurs un des administrateurs maintenant d'un des projets de mines dans le sud du Groenland, à Narsak, il me disait les Américains, les Danois nous disent surtout n'acceptez pas l'argent chinois au Groenland, ce serait une catastrophe tout ça. Et il me disait, mais où est l'argent américain, où est l'argent européen pour investir au Groenland? Nous, on a envie de nous développer comme une nation, donc on a besoin d'investissement. Si les Américains et les Européens ne viennent pas, pourquoi refuser l'argent chinois? Oui. Après, ce que vivent les pôles, en tout cas l'Arctique avec la Chine, le monde entier le vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Chinois sont partout. Moi, quand j'étais ambassadeur en Tunisie, c'est pareil. On avait le sentiment que la Tunisie allait devenir chinoise. On en est très loin quand même. Et d'abord, on ne peut pas ouvrir des routes comme ça partout. À un moment donné, il y a des urgences intérieures chinoises qui font que la Chine ne pourra pas refaire ses routes de la soie partout, à tout moment. Et c'est vrai que l'Afrique aussi. Donc je crois qu'il faut pondérer les choses. Après que les Chinois, les Américains ont fait pire avec Donald Trump en proposant l'achat du Groenland, mais enfin c'était un joke. C'était une grande provocation, très humiliante. C'est-à-dire, en gros, votre pays, on se fiche de ce qu'il est aujourd'hui, on se fiche même de son indépendance, mais on va l'acheter. Voilà. Mais ça, c'était une provocation. Je dirais que parfois, la Chine essaye, mais je trouve que le Groenland résiste bien, je pense que l'Islande résiste bien. Il y a eu des tentatives, après tout, on est malheureusement dans un monde assez agressif, assez compétitif, etc. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a vraiment... on résiste pas mal. On résiste mieux qu'au Pirée. Le port du Pirée, le cœur de la civilisation qui est la nôtre, la méditerranéenne, mais il est à 100% chinois. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas toujours penser que ces pays qui sont, pour certains, en construction, peut-être en voie d'autonomie, que sais-je, enfin, ça c'est pas nous qui en décidons, mais ils sont forcément un peu fragiles parce qu'il y a quelques 50 000, 60 000 personnes avec des territoires qui sont gigantesques, des infrastructures qui sont encore insuffisantes. Donc, ces pays sont en construction. Mais il y a des gens très intelligents. Moi, je suis frappé de voir, chez les Groenlandais, j'ai rencontré en tout cas des gens d'une éducation... c'est pas du tout ce que souvent on imagine, y compris d'ailleurs de sagesse chez un certain nombre de pêcheurs inuits d'ailleurs, mais il y a aussi des surdoués, des gens surdiplômés qui ont fait leurs études partout dans le monde et qui vont gouverner leur pays un jour. Et donc ces gens-là, à mon avis, ils vont pas se donner pieds et poings liés à personne, ni à l'Europe, ni à la Chine, ni aux Américains. Il y a une fierté, je pense. La fierté d'être de ce monde arctique est grande, elle est grandissante, aussi par l'affirmation des cultures, par la singularité de ces cultures, par leur histoire,
leur rareté aussi. Je pense que donc ces pays vont prendre de la valeur. Et puis, les gens vont commencer à y habiter, parce que ce sera plus facile d'y habiter, les routes seront plus accessibles. Bon, le changement climatique a malheureusement quelques avantages, en tout cas. Donc, je crois à la sagesse de ces régions-là. Alors, je me tourne vers l'audience. Une première question ou plein de questions. Allez-y. Allez-y. Sinon, moi, je continue. Hein. Mais... Vous faites ça très bien, j'admire, parce que moi, j'allais vous parler de vos livres et j'allais vous interroger sur... et je vais le faire d'ailleurs, parce que finalement, la première question, c'est moi qui vais vous la poser. Vraiment, là, vous êtes à la 26e ou 27e année de vie en Suède. Et est-ce que vous sentez ce monde arctique? Je ne parle pas du monde nordique. Est-ce que le vent de l'Arctique souffle en Suède et à Stockholm ou plus au nord? À Stockholm, en fait, moi, le fait j'habite à Stockholm, moi, ce qui m'a frappé, parce que j'étais, avant d'être écrivain, j'étais journaliste, j'étais correspondant de différents journaux pour les pays nordiques et pays baltes. Et mon intérêt pour l'Arctique, en fait, il est pas né de ma présence en Suède, mais c'est par mes articles sur la Norvège, parce que j'ai vraiment vu la Norvège est une grande nation arctique avec une tradition d'exploration, d'expédition polaire aussi, de chasse aux phoques, chasse à la baleine, quoi qu'on en pense, mais en tout cas ils ont vraiment cette tradition très très forte. Et la Norvège, qui est une nation pétrolière et gazière, pétromonarchie, qui nous fournit une grande partie de notre gaz en France, hein, d'ailleurs, était arrivé à son pic de production en mer du Nord. Et j'ai vu, quand j'ai commencé à travailler pour Le Monde en 2005, un des premiers papiers que j'avais fait pour Le Monde à l'époque, c'était justement, il y avait une espèce d'émulation dans le monde des affaires norvégiens, parce qu'il y avait la nouvelle stratégie norvégienne qui était mise en place, de stratégie arctique, justement, stratégie Grand Nord. Et je me rappelle avoir fait un reportage à Oslo. C'était le MEDEF norvégien qui faisait une conférence, une grande conférence annuelle. L'intitulé, c'était Mission Nord. Et c'était peu de temps après que l'Institut géologique américain ait publié un rapport qui disait que 30% des réserves non prouvées en pétrole et en gaz de la planète étaient dans l'Arctique. Et tous ces hommes d'affaires norvégiens avaient des dollars dans les yeux en parlant de l'Arctique et tout ça, ils allaient s'y précipiter. Donc c'était il y a 15 ans, c'était 2006, début 2006. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup sur l'Arctique, parce que vu de Stockholm, en fait, il y avait quasiment un zéro intérêt pour l'Arctique, même si la Suède fait partie des pays arctiques, puisque le cercle arctique traverse la Suède au niveau de Jokkmokk. Mais la Suède est naturellement tournée vers la mer Baltique, et l'Arctique est très très loin d'elle, de ses centres d'intérêt. Donc c'est vraiment par le côté norvégien que j'ai pénétré dans ce monde-là. Et côté norvégien, il y avait une profusion de projets. C'était des projets de ports, c'était le développement de Hammerfest avec le hub logistique pétrolier gazier pour la mer de Barents. J'ai vu ces dernières années, la Suède a commencé à se prendre un petit peu au sérieux comme une nation arctique, mais moi j'ai vu vraiment les débuts des officiels, des diplomates suédois qui étaient en charge de l'Arctique. Au début, ils étaient nuls. Enfin, désolé de le dire. Hein, j'ai ma famille suédoise, mais j'espère qu'ils n'entendent pas. Mais ils étaient pas bons, quoi. On voyait qu'ils apprenaient. Après, les Suédois, c'est des gens sérieux. Ils apprennent. Mais ce qui était par rapport, vous aviez la gentillesse de citer mes romans. Ce qui me frappe, c'est que en Laponie, la Laponie est un territoire arctique. On ne peut plus arctique. Et en Laponie, les éleveurs de rennes, puisque je raconte des histoires d'éleveurs de rennes et de police des rennes dans mes polars, eux, c'est les Canaries, hein, c'est les vigies. Ils sont en première ligne pour mesurer le réchauffement climatique. Et depuis longtemps, ils en subissent les conséquences de ce réchauffement climatique arctique, comme vous le rappeliez, qui est beaucoup plus rapide dans l'Arctique que dans le reste sur le reste de la planète. Donc cette prise de conscience, elle commence à évoluer, ce qui ne veut pas dire que les gouvernements
suédois notamment, prennent tellement en compte les besoins des éleveurs de rennes ou des samis en général. Mais là, si je commence là-dessus, là, on part pour 2 heures de plus. Non, mais merci en tout cas. Alors, des questions dans la salle? Toujours pas? Alors, vous savez tout après les 2 conférences de Mikko Meren hier et avant-hier. Vous êtes gavé d'Arctique et d'Antarctique. Et moi, je continue. Il nous reste combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. Bon, en tout cas, les questions sont toujours bienvenues, il n'y a pas de problème. Moi, sur le côté, ce qui m'intéresse, vous êtes marin, vous êtes, c'est une partie de votre vie. Vous avez beaucoup publié aussi sur la mer, sur les hommes de mer. Le fait d'être aussi ambassadeur sur les enjeux maritimes. J'aimerais que on en parle parfois dans la campagne électorale aussi, comment valoriser cet espace maritime. On parle beaucoup de parcs d'éoliennes en mer, des choses comme ça, de différentes choses. Est-ce que là, dans la stratégie à venir, est-ce que il va y avoir un basculement ou voilà, comment on en aborde ça? Ce qui va se passer, avant de parler de la France, ce qui va se passer, c'est que la mer va être de plus en plus présente à l'échelle mondiale. Mais pour tout un chacun, pas uniquement dans les débats ou dans les COP ou dans les discussions entre chefs d'État et de gouvernement. La mer va être omniprésente. Elle va être omniprésente parce que beaucoup d'enjeux militaires et stratégiques vont se produire sur la mer. Je pense en effet à la mer de Chine du Sud, la mer de Chine méridionale, où là, il y a des tensions réelles. Il y a des sujets de souveraineté très importants entre tous les pays, Chine, Japon, Vietnam, Malaisie. Donc, il y a beaucoup de sujets de souveraineté. Il y a un grand sujet de souveraineté, enfin, c'est pas le mot d'ailleurs, mais c'est Taïwan. Et les Chinois encerclent Taïwan, creusent le sable, la guerre du sable. Si jamais un jour les Chinois allaient plus loin, je suis certain que la marine chinoise serait très à l'œuvre. La marine chinoise, il faut savoir que tous les 3 ans, elle construit autant de bâtiments que la marine nationale française en a. Vous voyez, donc chaque 3 ans, il y a une nouvelle marine nationale française. Et donc, on est dans des proportions qui sont vraiment extrêmement importantes. Mais bon, il n'y a pas que les Chinois, il ne faut pas d'ailleurs toujours les cibler. C'est un des grands pays, évidemment. Mais il y a une course à la mer. Il y a des discussions en ce moment très importantes, peu visibles, mais sur ce qu'on appelle la haute mer. C'est-à-dire, la haute mer, ce sont tous les espaces qui ne sont pas sous juridiction d'un pays. En gros, chaque pays peut... Voilà, c'est ça, les eaux internationales. Et ces eaux internationales, c'est 60% de la mer. Et comme la mer fait 70% de la surface du globe, vous voyez, on parle de 40-45% de la surface du globe, pour lequel il faudrait avoir vraiment, c'est vraiment un accord international un peu ambitieux. Donc, ces enjeux vont être croissants. Les enjeux économiques vont être croissants. On le voit avec ces routes du Nord, mais aujourd'hui, les grandes entreprises de transport sont florissantes. Le coût du transport, c'est CGM, Maersk, MSC, les grandes entreprises, Costco, ce sont des milliards de chiffres d'affaires et 92% du transport se fait, comme tout le monde le sait, par la mer. Voilà, donc c'est pas rien. Et puis les hommes. 2030, 75% de l'humanité vivra à moins de 75 km d'un littoral, du littoral. Ça veut dire que vous allez avoir 6 milliards d'humains au bord de la mer. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire mal à la mer, parce qu'ils vont l'exploiter, les problèmes d'assainissement, l'urbanisation. Voilà, donc les gens ne font pas attention à la mer. La pollution plastique qui vient des fleuves et qui se jette dans la mer, pour 80% de cette pollution qui ravage la mer. La Méditerranée, bientôt en tonnage, il y aura plus de tonnes de plastique dans la Méditerranée que de poissons. C'est quand même pas rien.
Et donc les hommes s'avancent, enfin les hommes et les femmes hein, s'avancent au bord de la mer, et donc il la saccage, il l'abîme. Mais la mer, elle est vivante, hein, donc elle leur répond. Et parce que le climat, parce qu'on lui fait mal, elle réagit. Et comme une bête blessée, eh ben, c'est les phénomènes extrêmes, tsunami, ouragan, submersion, érosion du trait de côte, disparition des plages. Et donc le rapport entre l'homme et la mer va être de plus en plus tendu. Pour ces raisons stratégiques militaires, climatiques, mais aussi parce qu'il y aura cette pression environnementale qui va être considérable. Et on dépend beaucoup de la mer pour l'oxygène, on dépend beaucoup de la mer pour le carbone, on dépend beaucoup de la mer pour la nourriture. Donc les enjeux de pêche, évidemment, sont aussi tout à fait importants. Donc il faut construire une éducation à la mer. Et même si on vit... bon, j'ai vu que vous étiez né pas loin de la mer, vous. Oui, Hein Dax, oui, bon, près du Pays Basque. ça va. Donc là, bon, la mer. Mais même quand on va habiter dans le Massif central, je crois qu'il faut se préparer à penser la mer. Non pas parce qu'elle va revenir, mais parce qu'on va être très près d'elle. Voilà. Et alors nous, bah, on n'est pas un petit pays dans ce domaine-là. Il y a des domaines où on est un peu moins bon que d'autres, mais là, on doit prendre à la fois nos responsabilités et puis en faire un objet, comment dire, de puissance, mais d'une puissance équilibrée. Et d'où cette idée de développer, ce que je suis en train d'essayer de faire avec mes collègues ambassadeurs ou ambassadrices en poste, l'idée de la blue diplomatie. Je pense qu'avec la mer, nous, en français, on peut vraiment faire de la blue diplomatie environnementale, scientifique, mais aussi stratégique. Et c'était ça un peu, c'est ça qui a été dur, je pense, pour nous tous, quand en Indo-Pacifique, il y a eu ces revendications, pardon, ces revendications, ce contrat qui a été bafoué. Voilà, donc entre Australiens, Britanniques et Américains. Alors, ce qui nous ramène sur l'histoire chinoise, mer de Chine méridionale, avec toutes les tensions que vous évoquiez, un des arguments chinois, c'est de dire, nous, on est, voilà, vous rappeliez que 92% du commerce mondial se fait par les mers, 60% des importations de pétrole chinois passe par la mer aussi, 80% de son commerce passe par la mer, et les principales routes maritimes sont contrôlées par les Américains. Donc évidemment, notamment par le détroit de Malacca, tout ce qui passe vers... donc est-ce que là, il y a aussi vous évoquiez à AUKUS, là, le contrat que les Américains et Australiens nous ont piqué, si on peut l'exprimer comme ça. Oui, non. Est-ce qu'il y a des discussions à avoir sur ces histoires de contrôle des routes maritimes? Non, je crois que la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, elle est bien faite. Elle a 40 ans, elle fixe des juridictions. Donc, c'est normal qu'en effet, les pays qui ont un domaine maritime puissent s'en servir. Et les États-Unis, pardon, ont le premier domaine maritime au monde. Donc, dans ces juridictions, en tout cas dans sa juridiction, c'est le cas. Après, dans les eaux internationales, en effet, qui pour l'instant sont libres d'accès, il sera vraiment important, en effet, de pouvoir mettre en place un système de gouvernance qui permette la liberté de circulation, un certain nombre de principes de préservation de la biodiversité, les grands sujets d'exploration, d'exploitation, pour lesquels il faut être extrêmement prudent, des grands fonds. Mais je ne vois pas que la marine américaine se mette à contrôler ce qui ne la regarde pas. D'abord parce qu'elle sera peut-être dans quelques années numériquement moins importante que la marine chinoise, donc il y en aura une autre plus importante, comme ça a été le cas quand les Américains ont dépassé les Britanniques après la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que là aussi, il y a un élément de dissuasion nucléaire, évidemment, entre tous ces pays. Il ne faut pas oublier l'Inde non plus, etc. Mais mais vraiment, ça va être des lieux de puissance, en tout cas. Mais pas de violence, je ne crois pas. En tout cas, je n'espère pas.
surveille, il n'y a toujours pas de questions, donc je continue. Ah, s'il y a une question là. Mais après, moi j'ai d'autres questions, hein, donc vous restez avec nous encore. Merci. Oui, une question. Vous parlez du transport maritime qui est très important. J'ai lu ou entendu, vrai ou faux, je ne sais pas, que le carburant utilisé pour faire avancer les navires était excessivement polluant. Et là, dans une proportion, je ne me souviens pas, mais la pollution engendrée par un porte-container équivaut à un nombre de milliers de véhicules terrestres. Donc je voulais savoir ce qu'il en était, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour lutter contre cette utilisation de carburant excessivement polluant? Écoutez, considérant que le transport maritime, que le transport sur mer représente 92% de l'ensemble du transport mondial, il faut voir que il y a 2-3 ans, hein, je n'ai pas les chiffres de 2020 évidemment, mais qu'il est loin en termes de pollution par rapport au transport routier ou au transport aérien. À l'échelle européenne, il produit 13%, entre 12 et 13% des émissions totales de gaz à effet de serre. C'est beaucoup dans l'Union européenne, mais c'est quand même beaucoup moins que le transport routier et le transport aérien. Et j'ai l'impression, en tout cas, que les transporteurs, parce que je pense qu'ils ont quand même, ils savent ce que c'est que la mer, etc., et ils sont très vigilants. Et pour avoir rencontré CMA CGM et Maersk, que je suis allé voir au Danemark, tous sont en train de travailler pour les années à venir, pour les bateaux qui vont sortir, sur des énergies moins polluantes. Gaz naturel liquéfié, pour certains, bon, qui reste, qui a ses défauts, mais bon, c'est quand même moins que le fioul lourd. Méthanol et d'autres énergies, pour Maersk par exemple, qui réfléchit très sérieusement à ça et qui pense d'ailleurs faire la différence, y compris commercialement, parce qu'ils vont faire des propositions vraiment extrêmement vertueuses sur le plan environnemental. Donc, pour répondre, c'est polluant, c'est moins polluant que les voitures et que les avions, mais je crois qu'il y a une conscience beaucoup plus aiguë et que dans les 10 années à venir, le verdissement, le bleuissement du transport maritime, ça va être une réalité. Un mot peut-être sur ce que nous faisons à Brest. Le 11 et le 10, le 11, le 12 février, sur One Ocean Summit, avec un segment politique à haut niveau le 12, mais le 10 et le 11, il y aura beaucoup de débats, des ateliers, et notamment sur la possibilité pour beaucoup d'armateurs européens, mais pas uniquement, de rejoindre un label qui s'appelle Green Marine Europe, qui, sur la question des émissions de gaz à effet de serre, est extrêmement contraignant. Et je vois que les armateurs sont vraiment prêts à cela aussi. Un autre élément par rapport au transport maritime serait d'aller moins vite. On consommerait moins. Voilà, ça, c'est un autre sujet, c'est la vitesse. Et il y a quelques armateurs, je pense à Louis Dreyfus, par exemple, qui réfléchissent beaucoup sur cette question de la vitesse. Mais je suis assez confiant sur la responsabilité de ces géants du armateur. D'autres questions? Sinon, moi, je voudrais poser une question à l'écrivain aussi, quand même, parce que là, ça fait 1 an que vous êtes en poste, donc en tant qu'ambassadeur. Donc vous vous imprégnez d'une matière voilà, à vitesse grand V, j'imagine, surtout avec ce développement, la publication, la préparation et la publication de cette stratégie. Est-ce qu'au-delà de la matière un peu dure que vous devez traiter, que vous devez absorber dans votre travail d'ambassadeur, est-ce que vous êtes aussi inspiré en tant qu'écrivain par tout ce que vous découvrez ou redécouvrez sur l'Arctique, Antarctique et tout ça? Est-ce qu'il y a vous avez déjà des sujets sous le coude ou pas? Vous savez, on a toujours, il faut, sinon on a du mal à survivre. Il faut toujours avoir un projet de roman. Moi, c'est Kierkegaard qui avait d'ailleurs publié un ouvrage avec toute une série de textes de préface. Donc je pourrais quasiment écrire un livre de projet de livre. Oui, j'ai une histoire qui m'a été confiée par une amie franco-canadienne
et qui m'obsède. Et donc, je n'ai rien écrit. Par contre, j'ai commencé à documenter. Et c'est une histoire vraiment oui, voilà, qui est vraiment en moi. Simplement, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Et puis surtout, vous savez, ça, dans le fond, il faut faire que ça. Donc là, moi, j'ai la chance d'avoir cette mission. Donc je me consacre à l'État. Puis j'ai l'impression que le président de la République trouve que trop de gens écrivent des livres autour de lui, des ministres, tout ça. Donc je ne vais pas me risquer à faire ça en ce moment. Mais il est vrai qu'avec ce One Nation Summit, stratégie polaire, j'ai pas le... Mais non, c'est un sujet évidemment. Mais on voit d'ailleurs, vous en êtes un des très belles incarnations, mais on voit qu'il y a des écrivains aujourd'hui qui, à travers souvent l'entrée du climat, je pense au roman Blizzard récemment ou d'autres, ce sont des endroits oui, qui sont des formidables moteurs d'inspiration littéraire. Justement, alors je continue dans cette veine un petit peu, puisque vous avez un poste de vigie assez exceptionnel, avec une vision très panoramique de tous les enjeux à l'échelle du globe, des pôles, enjeux maritimes, tout ça. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire aussi un petit peu de littérature de ces pays-là, de ces régions-là, j'espère. Mais est-ce que de votre point de vue, à la fois auteur et diplomate, certains sujets devraient être, vous parliez tout à l'heure, vous avez commencé par ça, d'éducation, de culture, tout ça, quel sujet, quelle thématique devrait être beaucoup plus portée par la littérature sur ces questions-là, et de quelle façon? Parce que c'est toujours la grande question aussi pour les écrivains, pour les journalistes, comment traiter de ces questions hyper importantes de façon à toucher les gens et leur faire changer éventuellement, si on est dans ce type de littérature en tout cas, pour leur faire prendre conscience mieux et plus vite de l'importance des enjeux. Oui, alors c'est toujours un sujet parce que quand on est, moi par exemple, par ma fille, Faiza, qui m'a introduit à sa culture Peul, à celle de sa famille d'origine, je me suis vraiment passionné pour ces cultures africaines, ça. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit, que j'ai pas une tête d'Africain, et puis qu'il y a beaucoup d'Africains qui parlent de leur continent, que je n'avais pas le droit d'en parler. Donc voilà, je n'avais pas raconté une histoire douloureuse de migrants avec le point de vue je sais pas quoi, d'un écrivain ou d'un journaliste occidentaux qui se passionne pour le combat des migrants. Enfin, tout ça me paraissait très stéréotypé. Donc je pense qu'il faut lire la littérature africaine comme il faut lire évidemment la littérature scandinave. Dans ce qui est important, je pense, aujourd'hui sur le sujet polaire, en tout cas sur l'Arctique, parce que sur l'Antarctique, dans le fond, les images classiques de la faune et de la flore suffisent. Pas écrire beaucoup sur l'Antarctique. Enfin, on peut faire le récit de la traversée, comme l'a fait Laurence de la Ferrière ou d'autres, comme peut-être Jean-Louis Etienne va le refaire, ou on peut demander à un scientifique français de nous raconter son journal de Concordia, qui est une des stations de l'Antarctique française, voilà, qui peut nous raconter son journal. Mais dans le fond, on ne va pas raconter, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas d'histoire de rencontre, il n'y a pas de drames sociaux, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de grands sujets politiques en Antarctique. Il peut y avoir le combat pour sa préservation. Mais en Arctique, par contre, je pense que c'est vraiment important parce que c'est un sujet européen que 3 des pays de l'Union européenne soient des pays arctiques, auxquels se rajoute la Norvège et l'Islande aussi, qui sont l'espace économique européen. C'est la question des peuples autochtones. Et ça doit beaucoup nous faire réfléchir à nos propres histoires. Je pense aux Amérindiens à l'entrée du Moroni en Guyane. Je pense évidemment à la Nouvelle-Calédonie. Et dans le fond, en France, on n'est pas très avancé sur ces sujets-là. À part dire Kanak, les gens ne savent rien dire d'autre, je pense. Mais il faut commencer à y réfléchir, y compris parce qu'il y a des rendez-vous qui sont des rendez-vous de référendum, avec des revendications, etc. Et donc, pareil pour les Amérindiens, ces peuples d'origine.
Et ça, j'ai vraiment beaucoup appris ça en article, l'importance qui n'est pas du politiquement correct, parfois ça peut l'être un peu, comme aussi le font avec leurs peuples autochtones, les Australiens ou les Néo-Zélandais, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et donc, c'est en l'occurrence autour de ça que je voudrais essayer de faire mon roman. Mais ça, c'est passionnant. Et en tout cas, ça devrait nous sensibiliser plus que ça, parce que nous avons aussi notre histoire, nous avons notre colonisation. Alors maintenant, on appelle ça l'outre-mer. Enfin bon, ça a été quand même... voilà, donc quand Sébastien Lecornu dit qu'en effet, c'est ce que dit l'ONU, il faut décoloniser la Nouvelle-Calédonie, ça peut surprendre, mais c'est quand même en effet un sujet. Voilà. Je me tourne une dernière fois vers la salle. Plus de questions? C'est bon. Écoutez, il y a quelque chose, une dernière chose que vous auriez envie d'ajouter, tout simplement, un point que vous voudriez appuyer, soulever, ou que j'aurais oublié d'aborder avec vous? Non, bah d'abord, vraiment, merci beaucoup à vous. Merci de cet échange. Je pense vraiment que c'est facile de parler comme on le fait aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ma mission, elle est facile. Mais qu'il faut vraiment penser à... Alors, pour le coup, c'est nos enfants, mais il se trouve que moi, ma fille a 18 ans, là, et dans 10 ans, ça va être compliqué, cette planète. Je reviens de Glasgow. Bon, j'étais parti sur d'autres sujets, mais maintenant, je suis vraiment imprégné de ce sujet-là. Si en 2021, on dit on ne va pas arriver à 1,5, mais ça va être 2,7, qu'est-ce que ça va être à la COP 34, hein, on est à la COP 26, là. COP 34, c'est juste dans 8 ans. Et dans 8 ans, à chaque COP, ça augmente. Vous voyez. Donc, je pense que ce sujet de la survie, l'adaptation de l'homme à la planète, de la faune, de la flore, ça va être vraiment un sujet qui est porté par beaucoup plus de talents que je ne peux le faire par cette jeune génération. Et nous ne sommes pas tous des Greta Thunberg, mais heureusement qu'il y en a. Et quand j'étais nommé ambassadeur en Tunisie, ma fille m'a dit « Oh là, c'est loin, tout ça ». Quand j'étais nommé ambassadeur des pôles, elle m'a dit qu'elle était fière de moi. C'est vous dire que je pense que, en tout cas, ces discussions, et je suis heureux que les Boréales, qui sont vraiment un festival qui, depuis des années, explore cette partie du monde, je suis vraiment heureux que vous ayez travaillé à Caen dans la durée comme vous le faites. C'est remarquable. Avant tout le monde. Tout le monde s'en fichait il y a 15 à 20 ans. Mais c'est un sujet qui s'adresse vraiment à notre génération d'après, celle d'aujourd'hui déjà en train naissante. Et j'aimerais que ces gens-là puissent vivre dans un monde où ils peuvent être scientifiques. Voilà, donc ça, il faut que la France mette le paquet pour permettre à ce que la science antarctique se développe, et puis comprendre les enjeux, et puis vivre normalement, pas comme on vit en ce moment. Vous voyez, je pense que ce Covid est une sorte d'alerte, préalerte de ce qu'une alerte climatique pourrait causer par dizaines de millions de morts. Donc attention, et nous, grands pays, grands moyens. Voilà, c'est mon... Olivier, pour d'abord, merci beaucoup pour c'était passionnant. Merci à vous d'être ici aussi pour participer, pour écouter à cet échange. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en Europe du Nord, dans la toundra ou je sais pas où, on verra. Merci beaucoup. On attend votre prochain livre aussi, en tout cas, et bravo pour ce moment que nous avons partagé à distance entre Paris et Caen. Voilà. Merci. Au revoir.